J'ai détruit mon mari avec un simple stylo et un verre de Pétrus. Il pensait que j'étais une femme au foyer décorative. Il m'a sous-estimée. Ce fut sa dernière erreur. Je dirige un empire cosmétique bâti sur l'efficacité. Chaque formule est une promesse. Chaque contrat, une forteresse. Mon indépendance financière est totale, mon jugement absolu. Ce soir-là, sur la terrasse de notre villa à Saint-Tropez, il a ri. Devant mon amie Camille, il a fait une plaisanterie. Je quitterai Margot pour toi en un instant, a-t-il dit, son verre de vin à la main. Son regard complice vers elle m'a tout révélé. Ce n'était pas une blague, c'était un test. Il me voyait comme un obstacle financier, une simple signature au bas d'un compte en banque. Ils ont confondu ma patience avec de la faiblesse. Je n'ai pas senti de douleur, juste le froid du marbre sous mes pieds et le déclic d'un mécanisme dans ma tête. J'ai souri, j'ai levé mon verre. La loyauté était morte, remplacée par la cupidité. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Absolument. Voici le texte pour l'acte 2, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Le lendemain de la plaisanterie, rien n'a changé, en apparence. Julien a continué ses déjeuners d'affaires. Des repas qui s'étiraient jusqu'au crépuscule. Ses notes de frais sont devenues un roman. Des grands crus pour des clients fantômes, des suites d'hôtels pour des séminaires inexistants. Je validais chaque dépense. Mon stylo glissait sur le papier. Chaque signature était un clou dans son cercueil financier. Camille, elle, avait pris ses aises. Elle utilisait ma voiture avec chauffeur. Elle empruntait mes bijoux pour ses soirées. Je l'ai surprise une fois dans mon dressing. Elle portait mon peignoir en soie. Elle souriait, sans aucune gêne. Il te va mieux ai-je répondu froidement. Elle a pris cela pour un compliment. C'était une simple constatation. Le vêtement d'une reine sur le corps d'une usurpatrice. Je n'ai jamais haussé la voix, je n'ai jamais posé de questions. Je souriais durant leur dîner. Je levais mon verre à leur amitié. En silence, je compilais les preuves, les relevés bancaires, les factures, les témoignages de mon personnel. Ils confondèrent ma discipline avec de la soumission. Ils voyaient une fortune. Je construisais un dossier. Leur avidité était sans fond. Ma patience, elle, était une arme stratégique. Ils pensaient en jouer aux échecs. Ils ne faisaient un peu que déplacer mes pions pour moi. Chaque jour, ils se rapprochèrent du piège. Un piège qu'ils avaient eux-mêmes conçu. L'apogée de leur arrogance est arrivé un mardi soir. Ils sont entrés dans mon bureau sans frapper. Julien avait le visage grave. Camille se tenait derrière lui, en soutien. Une performance médiocre. J'ai posé mon stylo. Je les ai regardés. Le silence était total. C'est au sujet de mon frère, Thomas, a commencé Julien. Son ton était faussement solennel. Thomas, le parasite. 25 ans, aucune ambition. Juste des dettes et des projets absurdes. Je savais déjà tout. Mon détective m'avait fourni un rapport complet. Il a besoin de nous, d'un soutien familial, a enchaîné Camille. Sa main sur l'épaule de Julien. Une mise en scène pathétique. Il voulait me faire sentir coupable, m'acculer avec une fausse moralité. Julien a articulé sa demande. Il lui faut 500 000 euros pour lancer sa nouvelle entreprise. C'est une question de vie ou de mort. Son regard était un défi. Il ne demandait pas, il exigeait. Il prenait mon argent pour un dû. Le patrimoine familial. Notre patrimoine. L'insolence était totale. J'ai gardé le silence un long moment. J'analysais leur visage, l'impatience, le mépris. Ils ne voyaient en moi qu'un coffre-fort. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve finale de leur conspiration. Abonnez-vous. Car ce que vous lisez n'est pas une confession, c'est un dossier juridique. Chaque dépense était une pièce à conviction. Chaque humiliation, une annexe. Mon silence était ma stratégie de défense. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. J'ai dit oui. Un simple mot. Leurs visages se sont détendus. Un soulagement arrogant s'est peint sur leurs traits. Julien a même esquissé un geste pour me prendre dans ses bras. Je l'ai arrêté d'un regard. Camille souriait, déjà en train de dépenser cet argent qui n'était pas le sien. Ils sont sortis de mon bureau comme des conquérants. Ils ont laissé la porte ouverte derrière eux. J'ai entendu leur rire s'éloigner dans le couloir. Ils célébraient leur victoire. Une victoire construite sur mon silence. Le silence est revenu. Mon véritable sanctuaire. Je ne suis pas restée assise. Je me suis dirigée vers le coffre-fort dissimulé derrière une toile de maître. Mon code était une date, le jour où j'ai compris qu'il me trahissait. À l'intérieur, pas de bijoux, juste des dossiers, des classeurs noirs, parfaitement alignés. Julien, dépenses. Camille, mouvement. SCI Villa Tropézienne, actif offshore. Et le dernier, le plus mince, Thomas. Leur demande n'était pas une insulte, c'était une faute juridique, la faute grave qui justifiait tout. Ils m'ont offert la clause morale sur un plateau d'argent. Pendant qu'ils commandèrent du champagne au salon, je travaillais. J'ai étalé les documents sur le grand bureau en acajou, les relevés bancaires, les rapports du détective, les photos de leur voyage. Chaque facture était un clou, chaque relevé une preuve. Mon comptable avait tout préparé.
Mon avocat, maître Dubois, attendait mon signal. Mon doigt a glissé sur l'écran de ma tablette. J'ai relu le document final. Un mandat de vente exclusif pour tous les actifs de notre holding commune. Un ordre de liquidation des comptes joints. Une notification de révocation de son poste d'administrateur. Tout était lié à une seule clause qu'il avait signée des années plus tôt. Une clause de solidarité financière en cas de fraude avérée. Il pensait que c'était une formalité. C'était son arrêt de mort économique. Je n'ai ressenti aucune hésitation, aucune pitié. La tolérance a une date d'expiration. La mienne venait d'être atteinte. J'ai pris mon stylo plume. L'encre était noire, définitive. Mon stylo n'a pas tremblé. J'ai apposé ma signature au bas de chaque page. Un seul trait d'encre pour dissoudre une vie de mensonge. J'ai scanné les documents. J'ai rédigé un email à mon avocat. Objet, exécution. Corps du message. Lancer la procédure. Immédiatement. J'ai cliqué sur envoyer. Le point de non-retour était franchi. Le mécanisme était enclenché. Dehors, le bouchon d'une bouteille de champagne a sauté. Un son de fête. Pour moi, c'était le bruit du compte à rebours qui venait de commencer. Leur monde allait s'effondrer avant même que la mousse ne retombe. Le soleil s'est levé sur la villa, une lumière parfaite, impitoyable. Je n'avais pas dormi, j'avais veillé. Ce n'était pas de l'anxiété, mais de l'anticipation. Le calme avant que les alarmes ne se déclenchent. Le silence avant que les empires ne tombent. J'ai bu mon café noir, seul sur la terrasse. Le mécanisme que j'avais enclenché suivait son cours, à des centaines de kilomètres de là, dans des bureaux parisiens. Julien est descendu le premier. Il sifflotait. L'air d'un homme qui a gagné la partie. Il a pris une tasse, s'est servi. Il m'a demandé le sucre. Je lui ai tendu le sucrier. Un geste banal, mécanique. Mes doigts n'ont pas tremblé. Mon regard n'a pas scié. Il était déjà un fantôme à sa propre table. Un homme dont la signature ne valait plus rien. Il l'ignorait encore. Camille nous a rejoints, vêtue de mon peignoir en soie. Elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. Son assurance était totale. Elle s'est assise à côté de Julien. Leurs genoux se sont frôlés. Leurs regards étaient complices. Des chuchotements, des rires étouffés. Ils partagèrent un secret. J'en détenais un plus grand. Le mien avait une valeur légale. Le leur, juste le prix de la trahison. Je les ai observés comme un scientifique observe des spécimens sous un microscope. Leur comportement était prévisible, leur chute inévitable. Plus tard, au bord de la piscine, leur euphorie a atteint son paroxysme. Ils avaient étalé des brochures sur la table basse en teck. Un yacht pour la régate de Saint-Barth, un chalet à Gstad pour l'hiver. Leurs doigts pointèrent des images glacées. Ils dépensaient un argent qui n'était déjà plus le leur. C'était une performance fascinante. Julien parlait d'investissement, d'expansion, d'utiliser les 500 000 euros de Thomas comme un effet de levier. Il utilisait des termes qu'il avait appris de moi. Il les employait mal. Il se voyait en bâtisseur. Je ne voyais qu'un démolisseur. Notre avenir est assuré, Margot, a-t-il déclaré en levant son verre. L'ironie était parfaite. Camille opinait du chef. Elle ajoutait des détails futiles, la couleur des rideaux du chalet, le nom du futur bateau. Elle se projetait dans une vie qui lui avait déjà été retirée. Je feuilletais un magazine de finance. Je ne disais rien. Mon silence était leur terrain de jeu. Ils le prenaient pour une approbation. Qu'en penses-tu a finalement demandé Julien, son ton empreint d'une condescendance victorieuse. J'ai levé les yeux de ma page, j'ai souri légèrement, le même sourire que la veille, le même que le jour de la plaisanterie. Les plans sont ambitieux, ai-je répondu. Ma voix était neutre, factuelle. Ils ont entendu un compliment. J'avais prononcé un verdict. Leur arrogance était un spectacle, la dernière représentation avant la chute du rideau. Ils construisaient sur des châteaux de sable. La marée, c'était moi. Et elle montait déjà. Le gala de la Fondation pour l'art contemporain était un théâtre parfait. Un parterre de sourires polis et de jugements silencieux. Je portais une robe noire épurée, une toile de fond pour le collier de diamants que mon père m'avait offert. Julien, à mon bras, était rayonnant, l'idiot parfait, ivre de sa victoire imminente. Il serrait des mains, distribuait des promesses. Il jouait son rôle de futur magnate. Le danger est venu de ma propre famille. Mon père, un industriel de la vieille école, m'a isolé près du buffet. Son regard était perçant, habitué à déceler les failles dans un bilan. Margot. Cet investissement pour le frère de Julien. 500 000 euros. C'est un pari risqué sur un cheval boiteux. Sa voix était basse, sans appel. Il ne posait pas une question. Il émettait un jugement. Je n'ai pas scié. J'ai porté ma coupe de champagne à mes lèvres, un geste lent, contrôlé. C'est un investissement structuré, père. Une prise de participation minoritaire avec des clauses de sortie très strictes. J'ai utilisé ces mots, le langage des affaires qu'il respectait. Julien nous a rejoints, posant une main possessive sur ma taille. Thomas a un potentiel énorme, a-t-il affirmé, un peu trop fort. Son arrogance était mon meilleur bouclier. Mon père l'a dévisagé. Il a vu un amateur, pas un partenaire. Il m'a regardé à nouveau. Il cherchait une fissure dans mon armure. Je lui ai souri. Un sourire de façade, une construction parfaite. Chaque risque est calculé, ai-je conclu. Il a hoché la tête, non pas convaincu, mais mis en échec.
Il ne pouvait pas contester une décision d'affaires présentée avec une telle froideur. J'ai maintenu le masque. Le compte à rebours continuait et personne, pas même mon propre sang, ne devait l'entendre. Le lendemain, le quasi-désastre a eu lieu dans mon propre sanctuaire, mon bureau. J'étais en visioconférence avec Maître Dubois. Nous finalisions le calendrier de l'exécution. Sur l'écran de ma tablette posée à plat sur le bureau, la liste des actifs à saisir était affichée. Des lignes de chiffres, des noms de sociétés écrans, la cartographie de sa destruction. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Julien. Mon cœur n'a pas accéléré, mon corps était resté immobile. J'ai coupé mon micro d'un geste imperceptible. Excuse-moi, j'ai une urgence, ai-je dit à l'avocat, mon ton parfaitement calme. J'ai fermé l'application d'un simple balayage du pouce, juste avant que Julien n'arrive à hauteur du bureau. Il cherchait un chargeur, il fouillait les tiroirs avec une impatience désordonnée. Son regard a balayé la surface en acajou. Il a frôlé la tablette. Une seconde de plus, un angle différent, et il aurait tout vu. Il ne voyait rien, il était aveuglé par sa propre importance. Tu ne sais pas où est le chargeur de voyage a-t-il demandé agacé. Je me suis levée, je lui ai tourné le dos, ouvrant une armoire à l'autre bout de la pièce. Tiroir de droite, sous les dossiers de la SCI, ai-je répondu, ma voix neutre. Je lui indiquai l'emplacement exact de sa propre ruine, mais il n'entendait que le mot chargeur. Il l'a trouvé. Il est reparti sans un regard en arrière. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner. Le silence est revenu. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti une montée d'adrénaline pure. Ce risque, ce jeu constant avec le feu, rendait la victoire encore plus exquise. Chaque jour passé à ses côtés, chaque mensonge que je prononçais était une confirmation. Il méritait non seulement de tout perdre, mais d'assister à l'effondrement sans jamais l'avoir vu venir. Le plaisir de ce spectacle valait bien le danger. Le premier domino est tombé sur la place Vendôme, un mardi après-midi, sous une lumière laiteuse. Julien voulait une montre, une Patek Philippe en platine, un caprice de nouveau riche. Il la voulait pour célébrer le financement de son beau-frère. Il la voulait pour célébrer sa victoire sur moi. Il a présenté sa carte American Express noire. Son geste était théâtral, destiné au vendeur obséquieux. La carte a été refusée. Le terminal a émis un son discret, presque poli, un simple bip négatif. Le vendeur a souri, gêné. Un souci de connexion, sans doute. Je réessaye. Il a réessayé. Même son, même silence. Le mot refusé s'est affiché en lettres rouges, discrète mais définitive. Julien a froncé les sourcils. Son visage a viré du hall de Saint-Tropez au gris parisien. L'arrogance s'est fissurée. C'est impossible. Essayez encore, a-t-il ordonné. Sa voix était plus dure. Camille, à ses côtés, est devenue rigide. Elle a jeté un regard furtif vers moi. Elle cherchait une explication, une assurance. Je suis restée parfaitement immobile. J'ai observé la scène avec un intérêt clinique. J'ai joué la confusion. J'ai même proposé ma propre carte. Un geste de soutien apparent. C'était en réalité le coup de grâce. Il a refusé, vexé. Il a sorti son téléphone, appelant furieusement sa banque privée. Il a marché de long en large devant la vitrine. Ses mots étaient hachés, impérieux. J'ai entendu des bribes. Solde illimité. Inacceptable. Vérifiez votre système. Puis le silence. Un long silence. La voix au bout du fil était calme, professionnelle. Une voix qui ne négocie pas. J'ai vu le sang quitter son visage. Il a raccroché sans un mot. Il a compris. Son regard s'est tourné vers moi. Il n'y avait plus de défi, juste une panique froide et naissante. La plaisanterie était bien terminée. Le retour à l'hôtel particulier fut silencieux, une tension électrique qui chargeait l'air confiné de la Bentley. Il n'a pas frappé à la porte de mon bureau, il l'a fait voler. Le bois ancien a heurté le mur dans un bruit sourd. Camille le suivait, son ombre pâle et tremblante. Son visage n'était plus arrogant. Il était nu, déformé par la peur. Il tenait des relevés imprimés à la hâte, des papiers froissés dans sa main crispée. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il crié. Sa voix s'est brisée. Ce n'était plus une question. C'était l'accusation d'un animal piégé. J'ai posé mon stylo. Je n'ai pas levé les yeux de mon dossier. Je protège mes actifs, ai-je répondu. Ma voix était un fil de glace. Chaque mot, une pierre. Tes actifs, c'est notre argent. Il a jeté les papiers sur mon bureau. Des notifications de comptes bloqués, d'accès révoqués, des emails de banques suisses aux formules impersonnelles. Camille a murmuré « Margot, tu ne peux pas faire ça. C'est une folie. » Sa tentative de médiation était pathétique. Elle jouait encore un rôle, celui de l'ami raisonnable. Je me suis levée, lentement. Je les ai regardés, l'un après l'autre. Je l'ai déjà fait, ai-je corrigé. La clause de moralité que tu as signée, la fraude avérée, les détournements pour financer ton parasite de frère et ta maîtresse. J'ai pointé Camille du menton. Son visage s'est décomposé. Tout a été documenté. Chaque facture, chaque virement. Le chaos a éclaté. Il hurlait des menaces, des insultes. Camille pleurait silencieusement.
un spectacle de leur propre création. Au milieu du tumulte, l'interphone a sonné, une note claire, stridente, qui a tout coupé. La voix de ma secrétaire a résonné, calme et implacable. Madame, un huissier de justice est à la grille. Pour monsieur. Je vous parle depuis mon bureau. La porte en chêne massif est fermée à double tour. De l'autre côté, c'est le chaos. J'entends les cris de Julien, des hurlements de bêtes blessées, pas d'hommes, des objets se brisent contre le bois. Ils frappent, ils supplient, ils menacent. Chaque coup sur la porte est la confirmation de ma victoire. Chaque insulte est un dividende sur mon investissement. Camille, elle, est un écho lointain. J'entends ses sanglots, des supplications confuses. Elle tente de le calmer, mais elle parle à un homme qui n'existe déjà plus. Un homme dépouillé de son statut, de son argent, de son avenir. Il n'est plus un partenaire. Il est un passif. Et j'ai toujours su comment liquider un passif. Ils ont cru que le lien du mariage était plus fort qu'un contrat. Ils ont eu tort. Un contrat est une logique pure. Le mariage n'était qu'une façade. Leur panique, c'est la dernière ligne de mon bilan annuel. Une ligne positive. Ils m'ont cru faible parce que j'étais sa femme. Ils ont confondu ma patience avec un consentement. Ils ont oublié une règle fondamentale des affaires. On ne vole jamais son principal investisseur. Surtout quand cet investisseur détient les clauses que vous avez signées sans les lire. Mon téléphone vibre sans cesse sur le bureau. Leur nom s'affiche en alternance. Je ne réponds pas. Le compte en banque est plein et le silence est ma réponse définitive. La vraie question n'est pas de savoir si j'ai eu raison. La justice est une notion subjective. La question est pour vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Où se situe la frontière entre la loyauté familiale et la protection de son empire? Auriez-vous eu le courage de signer ce papier, sachant qu'il n'effaçait pas seulement une trahison, mais une vie entière?